Promis. Ok, donc bienvenue. On va faire, et désolé de ne pas être en présentiel, on va faire ce TD sur la spectroscopie UV visible. Donc, on va directement aller sur le premier exercice en fait. Et puis, je ferai des petits rappels. Oula, je ferai des petits. Ah, j'écris déjà mal. Je ferai des petits rappels de cours en fait en fonction et vous me dites s'il y a des problèmes. Donc sur l'exercice 1, en fait, on regardait sur cette molécule-là, on regardait la première question, c'était quel type de transition électronique on observe dans ce composé. En fait, pour faire un petit point d'étape, en fait, l'UV, c'est la transition électronique d'un état stable, donc un état stable vers un état instable, d'accord? Et donc l'état stable, en fait, au niveau des électrons, puisque c'est des électrons qu'on va exciter, ils sont soit dans des orbitales moléculaires sigma, soit dans des orbitales moléculaires pi. Ça, sigma, c'est quand on a des simples liaisons, ce qui arrive normalement tout le temps. Pi, enfin pour toute molécule, pi, c'est quand on a des doubles liaisons. Et quand on a des doublets libres, eh ben, on écrit ça N pour doublet non liant. D'accord? C'est des doublets comme il y a autour des oxygènes. En l'occurrence, sur cette molécule, il n'y en a pas. Et donc, c'est aller vers un état instable. Instable. Alors, on avait fait ça l'année dernière. Donc, c'est soit sigma antiliante, soit pi antiliante. OK? Alors, si on présente, je vais essayer de dessiner ça proprement, au niveau de l'énergie, si on représente un petit peu les différents états, donc on a l'état sigma liant, en fait, hein, c'est quand on a des liaisons qui sont faites. On a l'état ensuite qui est au-dessus, qui est plus haut en énergie, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est l'état pi, liant. On a ensuite, je mets avec des pointillés, on a les doublets. Les doublets, c'est finalement, il n'y a pas de liaison. Donc en termes d'énergie, on est sur quelque chose qui est proche de la nullité, enfin qui est nul. Et puis ensuite, ensuite, on arrive sur les états instables, c'est-à-dire les états où il faut atterrir. D'abord le pi antiliant et ensuite, tout là-haut, le sigma antiliant. Alors, quelles sont les transitions qui sont possibles à faire? On va regarder déjà, est-ce que la transition entre sigma et sigma antiliant, celle-ci, elle est possible à faire, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi je pense ça, je pense qu'il faut mieux que je prenne tout le temps le stylo, c'est mieux. La transition, ça y est, la transition sigma vers sigma antiliante, celle-là, elle est possible et il n'y a pas de problème à le faire. La transition sigma vers pi, c'est pas un état instable, d'accord? L'état d'atterrissage, en fait, il est là, hein, de la flèche. L'état de départ, il est là, l'état d'atterrissage, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir pi, d'accord, vers pi antiliant. Donc, cet état-là, elle est possible aussi. Donc, une transition pi vers pi antiliant, c'est aussi possible, d'accord? La transition, ensuite, n, alors on va la faire après, mais la transition pi vers sigma antiliant, celle-là, elle n'est pas possible, d'accord? Donc, ça serait passé de là à là, ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible pour plein de raisons en géométrie, d'accord? Plein de raisons géométriques. Celle-ci, elle n'est pas possible. Mais d'une façon générale, une double liaison, essayez de le comprendre comme ça, une double liaison ne devient pas directement une simple liaison. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Donc ça, c'est pas possible. De la même façon, de la sigma aller vers la pi antiliante, celle-là non plus, elle n'est pas possible comme transition. En fait, il y a plein de raisons quantiques, etc. On ne va pas rentrer trop dans les détails. C'est des raisons de géométrie principalement. Et de toute façon, même dans la nature, on ne voit pas une simple liaison qui se couperait pour devenir une double liaison. Double liaison antiliante, après, certes, mais une double liaison. La question qui se pose plus, c'est la question, est-ce qu'un
doublet peut devenir une sigma antiliante. Ben, en fait, c'est quelque chose qui arrive couramment quand vous faites de la réactivité. Je vous le mets ici. Imaginez une SN2, donc vous avez ici de l'ammoniac avec un doublet, donc s'il est là, mon N, hein, et avec ClCH3, c'est la fameuse SN2, où vous allez avoir cette réaction qui va se créer, d'accord? NH3 plus, j'écris mal, je sais, je suis désolé, CH2, pardon, toc, 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 CH3 plus Cl-. Finalement, finalement, vous avez un doublet qui est devenu ensuite une liaison simple, d'accord? Donc ce passage doublet-liaison, géométriquement, il est possible. Et donc forcément, doublet vers sigma antiliant, c'est possible. Donc celle-là, elle est possible. Enfin, il nous en reste une dernière, c'est est-ce qu'il est possible de faire cette transition-là? Donc je l'ai écrite parce qu'elle est possible, NP étoile. Et alors celle-là, vous la connaissez aussi, hein, passer d'une orbitale non liante à une orbitale liante, bah, il y a plein de raisons de le faire. Je vous en montre juste une avec, bah, on va reprendre un petit peu ma molécule, avec le NH2, finalement le CH, CH2 comme ceci. Eh bien, quand vous faites de la mésomérie, bah, vous avez ces transformations-là qui va se faire avec du coup NH2 plus. Et ici, vous avez une double liaison, CH, CH2. Donc ici, vous avez bien un N qui est devenu un pi. D'accord? Donc, géométriquement, c'est possible. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, c'est un peu ça. Il faut retenir un petit peu ça, c'est-à-dire que vous avez la transition qui est possible entre, entre pi et pi étoile, entre sigma et sigma étoile, entre pi pi étoile, entre n sigma étoile et entre n pi étoile. D'accord? Alors, sinon, vous le retenez en disant, quand vous partez d'une orbitale moléculaire, parce que là, on est sur la molécule, une orbitale moléculaire, on reste dans la même catégorie, et le doublet, lui, il a la possibilité finalement d'atteindre les deux. D'accord? C'est bon ça? Alors, quoi dire? On va regarder un petit peu. Je vais effacer juste. Je vais, ouais, je vais répondre à la question avec une autre couleur. Comme ça, là, c'est finalement un petit peu de rappel. Si maintenant on s'intéresse à cette molécule qui est ici, cette molécule qui est ici, finalement, elle comporte des liaisons sigma, des liaisons pi, mais elle n'a pas de doublet. D'accord? Du coup, qu'est-ce que vous verrez comme transition dans cette molécule-là? Eh bien, vous verrez tout simplement la sigma vers la sigma étoile et vous verrez la pi vers la pi étoile. D'accord? Alors, il y aurait peut-être un petit commentaire à faire sur notamment cette transition-là. C'est que cette transition-là, si elle est possible, elle a une forte énergie. D'accord? L'énergie, enfin le delta d'énergie entre sigma et sigma étoile, il est important. Du coup, ça veut dire que, comme on sait que l'énergie, le delta E, il est égal à H nu, c'est-à-dire à H C divisé par lambda, j'espère que vous vous souvenez de ces petits trucs. Ça veut donc dire qu'ici, la longueur d'onde, eh ben, la longueur d'onde de la transition sigma, sigma étoile, elle est assez petite. Et en fait, elle est aux alentours de 130 à 150 nanomètres, qu'est-ce que je vous raconte? Nanomètres, excusez-moi.
Et donc, 130 à 150 nanomètres, on n'est pas vraiment dans l'UV. OK? Parce que l'UV, on estime qu'il est entre, 190 à 400 nanomètres. D'accord? Donc, les transitions sigma-sigma étoile, vous les verrez pas souvent. Et d'ailleurs, dans votre poly que vous avez, enfin vos tables, sur la première page, vous avez différentes représentations des différents types de transitions qui sont possibles. Donc, vous regardez les valeurs, mais c'est toujours, quand on a la sigma étoile, c'est toujours des petites longueurs d'onde parce que ça correspond à des grands sauts d'énergie, comme on le voit sur le diagramme qui est ici. D'accord? Alors, si vous en êtes d'accord, j'efface le tout. Quand j'aurai trouvé comment on fait pour effacer le tout. Plus, c'est quoi plus? Merde. J'aurais dû réviser comment fonctionne ce truc-là. Il n'y a pas une poubelle en bas à gauche qui Ah, il y a apparaît? une poubelle en bas à gauche. Alors, vous voyez plus de trucs que moi. Euh, En bas à gauche, poubelle. Ben voilà. Pouf. Supprime tout le contenu, hein. Bon, allez hop, trop tard. Allez, on passe. On va aller un petit peu plus vite, hein, parce que c'était un petit peu le début de ça. Donc, la partie 2, en fait, on vous présente un composé et on vous demande, je vais aller vite, hein, CH3, CO, CH3. Donc, en formule semi-développée, on est en comme ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est la propanone, puisque c'était ça qu'on vous demandait, hein. C'est aussi connu sous le nom d'acétone. Et comme c'est une cétone, c'est forcément entouré de deux carbones, d'accord? Le carbonyle est forcément entouré de deux carbones, et donc sur trois carbones, c'est forcément le carbone du milieu, donc il n'y a pas besoin de dire propane de on, d'accord? C'est pas nécessaire, propanone suffit. Ça sera pareil d'ailleurs avec la butanone, on n'a pas besoin d'exprimer précisément sa position, d'accord? Alors, ça, c'était la partie A, donc nommer le composé en nomenclature UPAC. Je pense pas que ça pose de questions. Alors, la B, quel type de transition électronique on observe dans ce composé? On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a, d'accord? Donc, on a forcément sigma, sigma étoile. Est-ce qu'on a une double liaison? Oui, donc on aura la pi, pi étoile. Est-ce qu'on a des doublets? Bah oui, ici, là, sur l'oxygène, on a des doublets. Donc, on va avoir N pi étoile et N sigma étoile. Voilà les quatre transitions que vous pouvez avoir. D'accord? Ça va ça? Toc, 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 toc. Si ça va, je continue. Parmi les transitions électroniques trouvées précédemment, laquelle est la plus faible énergie? Alors, si on reprend, c'est dommage que j'ai effacé mon truc. Essayer de faire un truc propre quand même. Comment on fait des traits droits là-dessus? Si on reprend un petit peu mon système de tout à l'heure avec les énergies, vous aviez donc une transition comme ça c'est l'orbital sigma. On a ensuite la pi. On a ensuite donc ça c'est sigma, ça c'est pi, ça ensuite je le dessinais comme ça. Je suis désolé, c'est n. Ensuite c'est pi étoile et c'est sigma étoile. Bon, il est clair hein, que le plus petit, c'est toujours celui-là. Le plus petit, c'est toujours celui-là, c'est-à-dire aller du doublet vers la pi étoile. OK? Donc, c'est forcément, enfin, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, hein. C'est pas très compliqué l'UV, hein. C'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu de jugeote quelque part, mais ça fonctionne toujours comme ça, quoi. D'accord? Donc, ça sera toujours la N pi étoile parce que c'est la plus faible énergie. Vous avez la moins de marche à passer. D'accord? Et donc, comme c'est la plus faible énergie, ça correspondra à la lambda
la longueur d'onde la plus grande en UV. OK? Ça va ça? OK. Et donc, on va avoir on va avoir 3 longueurs d'onde à attribuer sur mon truc. 3 longueurs d'onde à attribuer sur mon composé. Alors c'est bien parce que j'ai mis 3 longueurs d'onde, mais moi j'en ai pom 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 pom. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi il y a que 3 longueurs d'onde dans la propanone alors que moi j'en trouve 4? Bon, on va Monsieur, ouais, quelle enfin, est? moi je suis redoublante et l'année dernière, il y a dans ma correction, il n'y avait pas la liaison N sigma étoile. Ouais, je suis d'accord. Je sais plus pourquoi je vous l'ai faite. Je sais plus pourquoi je vous l'ai faite sur la N sigma étoile. Donc c'est celle-là, hein, qu'il faut enlever. Ouais, vous avez complètement raison. Alors pourquoi je me suis planté avec celle-là? Parce qu'elle est possible pourtant celle-là. Bref. C'est celle-là qu'il y a pas. Pourquoi elle y est pas? Heu, Pourquoi elle est pas celle-là? Monsieur, Ouais, ce serait possible parce que les N, ils sont reliés à une pi. ouais. Du coup, Oui, donc c'est pas ça. C'est bien ça. C'est ça. C'est en fait comme les N sont reliés à une pi, enfin on la voit pas, mais bon bref. Je vous trouverai Mais une monsieur, meilleure. Eh? dans la table pour l'acétone, il y a la N sigma, c'est la sigma sigma étoile qui y est pas. Allez, vous voyez mon écran ou pas? Je regarde sur Google et mon ami. Transition UV dans l'acétone. Non, mais je sais, ouais, c'est en plus les corrections, elles sont, j'aurais dû bien le faire. En plus, En alors attendez. cours, il disait que la sigma étoile était rarement observée parce qu'elle était trop énergétique. Ouais. Bah ouais, mais bon, je sais bien, mais en même temps, il la met pour l'éthane, donc je suis d'accord, mais en fait, ce truc, parce que là, j'ai les tables de spectroscopie. Je vois l'éthane, il met la sigma étoile. L'acétone, ouais, il met la N pi étoile. Normalement, il y a plus de chances d'avoir la N sigma étoile. Elle est moins loin en énergie que, elle est moins loin en énergie que la sigma étoile, quoi. Donc, je pense que c'est les corrections qui sont pas bonnes. Et je pense que c'est les corrections qui sont pas bonnes. Puis alors, le problème qu'il y a, c'est que, en fait, techniquement parlant, tout le monde s'en fout un peu, quand on fait les spectres parce que l'UV, ça sert pas tellement à savoir qui est qui. Transition UV, c'est pas dans l'acétone, mais de l'acétone. Je vais mettre un propanones, pas non. Ouais, faut que je la trouve. Je la trouve vite fait pour avoir la dernier truc. Normalement, en termes d'énergie, il y a plus de chances si on envisage tout. Vous voyez mon écran ou pas que je suis en train de regarder? Non, on voit que Non? le étoile. Non, bah ok. C'est parce que je suis sur ChatGPT en fait. J'assume tout, moi. Quelles sont les transitions possibles en UV pour la Panone? C'est terrible, hein, mais c'est bien meilleur que votre prof. Allez, la NP étoile, la pipi étoile. Lui, il m'en trouve qu'une, mais il m'en trouve que deux, j'ai envie de dire. Euh, Quelles sont les longueurs d'onde associées? Vous utilisez, j'imagine, ChatGPT, Gemini, ces trucs-là? Il faut, hein? monsieur, Oui.
Mais du coup, est-ce que, vu que bon, bah, ChatGPT il dit qu'il y en a deux, ce serait possible sur le fait que sigma, sigma étoile, il soit trop fort en énergie et que n, sigma étoile soit compliqué parce qu'on a une n liée au pi. Il n'y en aurait pas Bah, que deux? c'est cette réponse-là que j'aimerais bien avoir, en fait, parce que ce qui est assez sûr, ce qui est assez sûr, faudrait être un peu plus clair là-dessus. Ce qui est sûr, quand vous avez de l'UV, vous allez bien voir les doubles liaisons. Ça, c'est certain. En fait, l'UV, c'est une méthode qui sert surtout à voir des doubles liaisons. Ça tombe bien, la quasi-totalité des molécules ont des doubles liaisons, parce qu'il y a toujours des carbonyles, des choses comme ça. Et en fait, personne fait de l'UV pour de l'hexane, de l'éthane ou des choses comme ça. C'est même utilisé en tant que solvant parce que justement, ils sont pas dans les parties qu'on appelle les chromophores, c'est-à-dire qui nous intéressent nous. D'accord? Donc après, la raison, etc., elle est presque. Là, faut rentrer dans la quantique. Et c'est là où je veux pas le faire parce que c'est pas une réponse simple que j'ai à vous donner là-dessus. Il faut regarder la géométrie possible. Et c'est pas évident, enfin, c'est pas évident pour ce genre de molécules. Après, donc sur ChatGPT, il faut se méfier parce que lui, ce qu'il analyse, hein, mais Gemini me donne pareil, il en trouve que deux, il trouve 188 et 279. Et bah, c'est celle-là en fait, hein, et c'est 188, ouais, bah ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est celle-là. Ouais, mais alors après, c'est avec ces vapeurs et Nexane. Oh là là, ça fait ce truc. Mais il trouve exactement ces trucs-là. Et là, par contre, j'ai le bouquin qui dit, dans Gemini, il est pas mal, il me donne le bouquin. Je lui demande, est-ce que la sigma antiliante est possible? Alors, il faudra couper après, hein, dans le. Ouais, ouais. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'est un petit peu, tout est une histoire d'énergie, de longueur d'onde. Donc, la transition vers la sigma étoile ici, il dit que c'est possible, mais il y a les énergies de transition qui sont élevées parce que la sigma antiliante est très élevée. Donc, elle est atteignable dans les rayons X, en XPS, enfin, qui sont des spectroscopies où vous travaillez directement avec d'autres sources de rayonnement pour atteindre des plus petites longueurs d'onde. Donc, en fait, atteindre la sigma étoile paraît assez compliqué là-dessus. Donc, je reviens sur le tableau et j'ai perdu mon crayon. Ah oui, il est là. J'ai perdu mon crayon et donc, ce qu'on va dire, parce que c'est pas correct, d'accord? En fait, il y a tout ça qui est possible, mais dans tout ça qui est possible, les vrais qui sont les moins énergétiques et qui sont atteignables en UV, c'est le N pi étoile, c'est évidemment le pi étoile, et c'est le N sigma étoile, puisqu'il faut en trouver trois, en fait. D'accord? Il faut en trouver trois. Donc, c'est pour ça qu'il faut en trouver trois. Le sigma étoile, celui-là, on va dégager tout de suite en disant qu'il n'est pas dans l'UV, il tombera pas dans l'UV, etc. Il est beaucoup plus faible. OK. Donc, je reprends, je l'ai écrit, pardon. Je dis donc pi étoile. Celle-là, on la voit systématiquement parce que la spectroscopie IV, c'est une spectroscopie des doubles liaisons, quoi. N pi étoile, bah, elle est pas loin, hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est même la plus petite en énergie, c'est ce qu'on avait dit. Et enfin, la N sigma étoile, bah, elle est possible parce qu'elle est moins énergétique, la N sigma étoile, que la sigma étoile. D'accord? Donc, si on fait les transitions et si on regarde les transitions dans l'acétone, si on le regarde par rapport à ça, donc la N pi étoile, eh ben, elle va tomber pour un lambda qui est le plus grand, en fait. Donc, c'est celui-là, c'est 279 nanomètres.
Ensuite, ensuite, il y a débat finalement, entre la N sigma étoile et la pi étoile, d'accord? Et là, il y a débat. Et là, moi, je vous dis, on va regarder dans les tables. Dans les tables, on nous dit que la pi étoile, elle est à 166. Le lambda de la pi étoile est à 166 nanomètres. Donc, c'est celle-là. Et la N sigma étoile, eh ben, elle a un lambda qui est à 189, c'est ça, 189 ouais, nanomètres. Alors là, je vous dis confortable. Confortable. Donc, on peut assez facilement dire que l'écart énergétique entre la sigma étoile, eh ben, effectivement, il est beaucoup trop grand pour atteindre ça. Enfin, comme l'écart énergétique est trop grand, du coup, la longueur d'onde est trop petite, on n'est pas dans l'UV. Donc, ça, c'est ce que j'avais dit, c'est assez cohérent. Maintenant, donc, on a bien trois transitions, pi étoile, n, pi étoile. Celles-là, on les verra toujours. La n, sigma étoile, elle est déjà un petit peu plus délicate à voir, mais bon, on peut la voir quand même. Par contre, pour vous savoir pourquoi, savoir où sont les écarts d'énergie entre pi étoile et n, sigma étoile, c'est pas évident. Et d'ailleurs, les valeurs d'énergie, elles sont à peu près, c'est pas très loin. Et donc, c'est là qu'il faut regarder sur les tables pour arriver à se convaincre de ça. D'accord? Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais je n'ai pas forcément mieux à vous proposer à l'instant. Donc, si ça ne vous dérange pas, on oubliera ce petit passage de ce trou. On passe à la troisième question. Donc, les tables, hein, je vous rappelle, vous y avez le droit hein, à l'examen. Donc, vous y avez le droit, il n'y a pas de souci. OK? On passe au troisième exercice, enfin au troisième point de l'exercice 1 qui est assez long. Donc le troisième point de l'exercice 1, en fait, vous avez trois molécules qui est donc la molécule A qui est comme ceci, la molécule B qui est comme ceci, et la molécule C, non, pardon, c'est la même, la B, qui est, pardon, qui est comme ceci, et la molécule C qui est comme ça. B et C. OK? Alors, ici, il faut trouver quels sont les composés qui possèdent la plus grande énergie et la plus faible longueur d'onde d'absorption, donc d'absorption en UV, hein, parce que là aussi, il manque toujours des petits commentaires là-dessus. Mais c'est un vieux TD, donc voilà. Et donc, c'est en UV hein, qu'il faut voir pour la liaison CO. Donc, la liaison CO, c'est la liaison double. Bon, on va aller directement dans ce sujet-là. La question, en fait, ici, c'est de parler de l'effet de la mésomérie. Alors, pourquoi c'est parler de l'effet de la mésomérie? Parce que si vous regardez bien, ici, vous allez avoir de la méso... Ah, j'aurais bien aimé avoir une autre couleur. Ici, vous allez avoir de la mésomérie qui va aller de là à là. Ici, elle va aller encore plus loin sur le C parce que vous allez avoir ces transitions-là. Et ici, il n'y a pas de mésomérie. D'accord? Donc, vous n'avez pas de mésomérie pour B, vous avez de la mésomérie pour A et vous avez de la mésomérie plus étendue pour C. Donc, ça veut dire quoi la mésomérie? Donc, sur une molécule comme ça, on va prendre la molécule C. Bien, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir, on va partir d'ici par exemple, vous allez avoir, je ne veux pas y arriver, vous allez, vous allez avoir donc la formation d'une double liaison ici, puis comme on forme une double liaison ici, il faut dégager en fait ce doublet-là. Donc on va avoir un moins ici,
Ça, on n'y a pas touché. Et ici, on a un plus à cet endroit-là. D'accord? Parce qu'on a enlevé un électron. Il manque un électron sur ce carbone ici. Et ce carbone ici, il a récupéré un doublet complet. Donc, il a récupéré un électron. Il est négatif. Et ensuite, eh bien, la deuxième transition, c'est tout simplement de faire passer le doublet ici. Et donc, ce carbone-là se retrouvera avec 5 liaisons. Donc, il dégage un de ces doublets sur le voisin, qui est l'oxygène, qui se retrouve en fait avec un oxygène moins, la double liaison ici, la double liaison là, et le plus qui est ici. D'accord? Et puis, bah, évidemment, vous pouvez revenir en arrière après, comme ça, et vous retombez sur la molécule de départ. D'accord? Donc, l'idée, c'est très simple, c'est que quand on écrit les formes limites, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, quand on écrit les formes limites de cette molécule, eh bien, les formes limites, donc ça, c'est la molécule C. Vous avez l'oxygène, le carbone qui est ici, puis finalement, eh ben, la double liaison, elle se promène en fait dans tout ce coin-là avec ce carbone qui est plus delta et cet oxygène qui est moins delta. Qu'est-ce que ça veut dire en UV? Ça veut dire que finalement, la liaison pi, elle est mobile. Enfin, est-ce que vous comprenez ce que j'entends par mobile? C'est-à-dire qu'en fait, elle se déplace tout le temps. Donc, énergétiquement, on peut facilement l'exciter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Donc, énergétiquement, faible. Ça veut dire qu'en UV, toujours en UV, hein, en UV, l'énergie de C est inférieure à l'énergie UV de A, parce que la mésomérie est moins forte, elle-même inférieure à l'énergie UV de B. Et donc, en longueur d'onde, comment ça se traduit? Comme on sait que l'énergie, c'est HC sur lambda, et ben, ça veut dire que le lambda UV de C est supérieur à le lambda UV de A, lui-même supérieur à le lambda UV de B. D'accord? Alors, je fais... Si vous êtes d'accord avec ça, je trouve un petit peu de place. Je peux le faire ici. Je vais me faire un petit dessin juste pour vous parler un petit peu des différents effets qu'il peut y avoir en UV. Donc, en UV, vous avez un genre de patatoïde comme ça. D'accord? Monsieur, Ouais. est-ce que vous pouvez reprendre juste la partie avec l'énergie et lambda tout en Alors, bas? J'ai ici, pas là? compris. Ouais, ouais. Oui, là. En fait, si vous avez une énergie qui est faible, quand on compare ici l'énergie entre C et A, d'accord? Comme l'énergie, elle dépend de H, qui est une constante, C, qui est une constante, et l'inverse de la longueur d'onde, eh bien, ça veut dire que pour être plus petit, il faut avoir la longueur d'onde qui est plus grand. Est-ce que ça va? Oui, Ouais. ça va. Donc, en fait, ça veut dire que la longueur d'onde UV qu'on va voir au niveau de la molécule C, eh bien, elle sera plus grande que si vous êtes sur la molécule A. Et elle-même sera plus grande que si vous êtes sur la molécule B. D'accord? Ok, mais ça veut dire que plus que... Non, dans la molécule C, on a vu que l'effet de mésomérie, Ouais. il était moins fort parce que c'était plus long ou c'était quoi le problème? Alors, la molécule C, la mésomérie est plus forte. Parce que, en fait, vous avez une Ah, délocalisation qui est plus forte sur la molécule C. Ah, et D'accord? c'est le B qui est moins... Ok, j'ai Parce que compris. le B, en fait, vous ne pouvez pas faire de mésomérie ici. Mhm. Ah, ça, D'accord? ok. C'est Oui, bon? oui, oui, c'est bon, merci. Je vous en prie. Donc, en fait, quand vous avez des longueurs d'onde qui vont se déplacer de ce côté-là, c'est-à-dire
Vous avez ici la longueur d'onde et vous avez ici l'absorbance en UV, d'accord? Quand vous allez se déplacer vers ici, on parle d'effet bathochrome. Bathochrome, d'accord? Et donc, en l'occurrence, si vous comparez A et B, par exemple, vous allez voir que la molécule A a subi un effet dit bathochrome, c'est-à-dire que les longueurs d'onde qu'on va trouver ici, elles seront plus à droite que les longueurs d'onde qu'on a pour la molécule B. À l'inverse, si vous êtes dans l'autre sens, eh ben, on appelle ça un effet hypsochrome. C'est du vocabulaire, hein. Hypsochrome. Enfin, si on laisse à la même longueur d'onde, mais qu'on monte vers le haut, d'accord? Ça, c'est un effet hyperchrome. Et alors, si vous descendez vers le bas, pardon, vous avez un effet hypochrome. Bon, vous avez vu ça en cours, hein, d'accord? Hyperchrome, hypochrome, etc., etc. Vous avez vu ce genre de choses en cours. C'est des trucs que vous voyez aussi quand vous faites, je peux peut-être vous prendre cet exemple-là, quand vous faites de l'UV, quand vous faites de l'UV sur de l'ADN, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on appelle les températures de mélange. Vous avez vu ça ou pas? Les TM, quand on chauffe de l'ADN, ça vous dit quelque chose ou c'est pas la peine? Pour dénaturer l'ADN. Ouais, vous avez vu les courbes que ça fait? Faut que j'efface ça. J'efface ce truc-là. Moi, ça me dit rien. Oui, l'année dernière, on l'a fait, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez de l'ADN, c'est joli, hein, je dessine bien. Voilà, vous avez de l'ADN. Donc ça absorbe en UV, hein. Ça, c'est clair, hein, ça absorbe en UV. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se place à une longueur d'onde fixe. Donc longueur d'onde fixe. OK. Donc je ne sais plus, c'est 280 souvent. 280 nanomètres. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre l'absorbance en fonction de la température. Là, c'est pas le temps, hein, c'est la température. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec la température, en fait, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et là, vous avez l'ADN qui est en double brin. Et quand vous avez chauffé, vous avez l'ADN qui est dissocié de chaque côté. D'accord? Vous n'avez pas vu ce genre de truc, non? Puis là, ça permet en fait d'avoir une idée de la stabilité de l'ADN. Et c'est dû au fait que vous avez un effet hyperchrome en fait quand vous chauffez l'ADN. Parce que normalement, ça devrait absorber pareil, mais ça absorbe pas pareil parce que quand il est en double brin séparé, il absorbe plus l'UV, l'absorbance est plus forte. Donc c'est un effet hyperchrome par rapport à quand il est en double brin, il est en effet hypochrome. Non? Ça vous rappelle rien? Bon, si ça vous rappelle rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais passer directement à l'exercice 2. J'efface ça, hein. Je vais passer directement à l'exercice 2. Et l'exercice 2, en fait, on va voir un petit peu la loi de D'Alembert. Alors, très très rapidement, parce que c'est le truc le plus important. Hop là. Très très rapidement sur la loi de D'Alembert, en fait, elle s'exprime comme ça. L'absorbance, elle est égale à moins log décimal de la transmittance. OK, ça c'est pour ceux qui parlent encore en transmittance. Et elle est surtout égale à epsilon, on en parle, fois L, fois la concentration C. OK? Alors les unités de tout ça. La concentration ici, elle est en mol par litre. D'accord? La longueur ici, L, c'est la longueur de la cuve. OK? C'est la longueur de la cuve. Elle est souvent exprimée en centimètres. Et souvent, on prend des cuves qui font 1 centimètre de trajet optique. Pourquoi? Parce que comme ça, on n'a pas besoin de le prendre. D'accord? Vous voyez à quoi ça ressemble des cuves UV? Je pense que vous avez fait un TP d'UV à un moment ou un autre. L'UV, c'est vraiment le truc le plus simple à utiliser en bio parce que pour voir la croissance bactérienne, par exemple,
On sait que les bactéries, elles ont forcément des noyaux aromatiques, des choses comme ça, donc elles absorbent en UV. Et donc, typiquement, quand on fait pousser des bactéries, enfin moi je faisais ça, on regarde régulièrement au cours du temps eh ben, si le signal en absorbance il augmente, quoi. Vous avez dû faire ce genre de choses, je pense. D'accord? Bon. Et enfin, l'epsilon, c'est le coefficient d'absorption ou coefficient d'extinction molaire. Ça dépend comment il s'appelle. Il s'exprime en litres fois des mol moins 1 fois des centimètres moins 1. Si bien que A, en fait, il n'a pas d'unité. Parce que si on voit, on multiplie des litres, on le divise, on multiplie par mol, on divise par mol, et puis on multiplie par centimètre, on divise par centimètre. Donc en fait, l'absorbance, ça n'a pas d'unité, mais quelquefois, on dit que c'est en DO pour densité optique. Ça va, ça? Alors, pourquoi c'est intéressant ça? Parce que finalement, l'UV, c'est une méthode de dosage, principalement. Ça servira principalement à doser des espèces, à voir combien vous en avez, etc., en faisant notamment des courbes de calibration. Et c'est tout le reste du TD, en fait, est basé là-dessus. D'accord? Par contre, si l'absorbance, si A, il est supérieur à 1,5 DO, enfin densité optique, d'accord? On n'est plus dans un domaine linéaire, plus dans le domaine linéaire. Et donc, du coup, dans ces cas-là, eh bien, on fait des dilutions. On dilue pour avoir une meilleure réponse. OK? Ça va, ça? Bon, ça, c'était vraiment le petit rappel du truc. On commence vraiment par cet exercice 1, là. Donc, on a une solution qui contient donc, 58 mg 58 mg d'un composé X dans 100 millilitres. Dans 100 millilitres de cyclohexane, d'accord? Alors le cyclohexane, pourquoi? Parce que le cyclohexane, souvent, comme c'est que des liaisons simples, c'est du sigma étoile, souvent c'est invisible dans l'UV. D'accord? Et donc c'est mis dans une cuve. Ah, tiens, j'ai fait un trait. Bon, bref. C'est mis dans une cuve de de combien? De 1 mm d'épaisseur. Ouais, ils ne pouvaient pas mettre ça dans une cuve d'1 centimètre, mais bon, c'est pas grave. Cuve d'1 millimètre, c'est-à-dire 0,1 centimètre. D'accord? Et donc, cette solution présente un pic à 280 nanomètres, d'accord? Avec un lambda, avec un epsilon qui est à 15 litres mol moins 1 centimètre moins 1 pour l'epsilon, donc le coefficient d'extinction molaire ou coefficient d'absorption. Et on trouve à à ce système-là, on trouve une transmittance qui est à 0,965. Pareil, il n'y a pas d'unité. Et la première question, en fait, c'est de dire quelle est la masse molaire du composé. Alors, je vous fais tout de suite la réponse, c'est assez simple. Hein. D'abord, A, c'est égal à moins log de T. Alors, c'est un log, c'est pas un. Vous savez, il y a toujours. C'est un vrai log, hein, c'est un log à base 10. C'est pas un ln. Vous voyez que ce que je veux dire, c'est pas un logarithme népérien. D'accord? Bref, quand on fait ça, on trouve 0,015. OK? 0,015. Donc, ce fameux A qui est égal à 0,015, il est égal à epsilon fois L fois la concentration. Epsilon fois L fois, donc la concentration, c'est N
sur V, le nombre de moles divisé par le volume, et c'est égal à N. Donc, N, c'est la masse, j'y arrive, la masse divisée par la masse molaire fois V. Ça va pour tout le monde, ça? Si ça va pour tout le monde, on arrive, en fait, il faut qu'on ressorte ce truc-là. Donc, on a la masse molaire M qui est égale à epsilon fois L fois la vraie masse, entre guillemets, divisé par A fois V. OK? Application numérique, la masse molaire. Alors, epsilon, on nous a dit qu'il était à 15, c'est ça? À 15. L, il faut qu'on l'exprime en centimètres, parce que là, on voit qu'il y a des centimètres. Donc, il faut qu'on l'exprime en centimètres. Donc, c'est 0,1 fois la masse. La masse, c'est 58 mg. Donc, 58, 10 moins 3 grammes. D'accord? Et ensuite, on divise par quoi? L'absorbance, 0,015 fois le volume. Le volume, c'est 100, mais c'est des 10, c'est des millilitres. 100, 10 moins 3. OK? 110 moins 3. Donc, allez, on fait ça. Ça fait, pouf, on peut aller là-dessus. Ça fait 15, ça fait 1,5 fois 58 divisé par 100 fois ça, ça fait 1,5. Ça fait donc 58 grammes par mol. OK? Donc ça, c'est de l'application numérique, bête, bête et méchante, mais ça fonctionne bien. Pour déterminer une masse molaire, c'est plutôt pas mal comme méthode. Bon, c'est pas super précis, hein. Mais en tout cas, sur une molécule qu'on connaît pas, on y arrive quand même à avoir ça. C'est bon? Si ça va, on va passer à la partie B. J'efface. J'entends pas de protestation, donc j'efface. Et on passe à la partie B. Alors, c'est calculer l'absorbance, donc cette fois-ci A, de ce rayonnement de cette même solution à lambda 180, lambda qui est égal à 190 nanomètres, et pour lequel l'epsilon, cette fois-ci, il est plus important, il est à 1100 litres, mol moins 1, centimètre moins 1. Alors, petit commentaire, ici, dans le TP, enfin, pardon, dans votre poly, il est indiqué à chaque fois epsilon max. Normalement, logiquement, hein, le epsilon max, il y en a un, voire deux dans un UV, mais en tout cas, ici, il y a une erreur dans comment c'est écrit, dans le sens où, quand on dit qu'à 280, vous avez un epsilon max qui est à 15, alors qu'un peu plus loin, vous voyez qu'à 190, vous avez l'epsilon max qui est à 1100. Clairement, c'est le vrai pic, il est quand on est à 1100, c'est pas quand on est à 15. Donc en fait, l'absorbance, quand on va être à la longueur d'onde 190 nanomètres, l'absorbance va être plus forte parce que le epsilon est plus fort. D'accord? Alors comment on voit ça? Bah, on fait l'application numérique, hein. Donc ça fait donc l'absorbance à 190 nanomètres, c'est égal à epsilon, je vais l'écrire ici, 190 nanomètres, fois L fois la concentration. Donc le epsilon, il est, ouais, on va le réécrire. Bon, je vais l'écrire 1100, fois la cuve, elle n'a pas changé, 0,1, fois, allez, on y va, la concentration, en fait. La concentration, on avait vu qu'avant, c'était M, donc la masse, 58 mg, 10-3,
divisé par eh bien, la masse molaire M, qui est 58 grammes par mol, fois 100, 10 moins 3, qui correspond au volume. Ça, c'est M, ça, c'est V. Et ça, c'est la masse. Ça va, ça? Bon, allez, en gros, hein, on va vite. Allez, pouf, 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 pouf. Et donc, ça divisé par 1, ça correspond à diviser par 1000, c'est-à-dire que vous avez 1,11 DO. Sinon, vous prenez une calculatrice, ça fonctionne aussi. Ça va? Bon, l'absorbance est beaucoup plus forte, hein, parce que si vous aviez vu l'absorbance finalement à 280, l'absorbance, elle était à 0,015. D'accord? Donc, c'est très, très différent en fait de l'absorbance qu'on avait à 280. Ce qui veut dire en fait que quand on fait un dosage, on veut avoir souvent la meilleure réponse. Quand on fait un dosage, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un spectre, histoire de positionner, de trouver où est le pic d'absorption maximum, parce que c'est là où vous aurez la meilleure réponse. Et ensuite, vous travaillez à cette longueur d'onde et vous passez la gamme d'étalonnage dans ce cadre-là. D'accord? Ça va? Si ça va, on continue à la suite parce que la partie qui est plus intéressante, c'est la question 2. Je vais effacer cette partie-là parce que la question 2 va me demander un petit peu plus de temps. D'accord? Donc, exercice 2, la question 2. Alors, on veut déterminer la composition euh, d'un mélange de deux composés. D'accord? De deux composés, donc A et B, en solution dans un solvant qui n'absorbe pas dans le domaine des longueurs d'onde qui vont être étudiées. Donc, les composés A et B présentent des maximums d'absorption respectivement à 270 et 280 nanomètres. Les cuves utilisées possèdent un trajet optique L qui est égal à 1 cm. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça sera seulement calculé. On enregistre tout d'abord un spectre de chaque composé pris individuellement en solution, puis celui des mélanges à doser, et tous les spectres sont enregistrés dans le même solvant. Alors, ce qui veut dire que vous avez, pour le composé A, donc composé A, on a l'absorbance de A à 270 nanomètres qui est égal à 0,9, qui est égal à epsilon de A à 270 nanomètres fois L, je l'enlève, hein, c'est la dernière fois la concentration de A, concentration de A que vous est donnée aussi, ce qui est bien que ça revient à vous trouver que le epsilon de A à 270, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à l'absorbance à 270 de la molécule A divisé par L, et c'est la dernière fois que je vous le mets, c'est-à-dire ici, donc 0,9 divisé par 1, 10 moins 3, et on regarde bien les unités, parce que ça, c'est des histoires à se tromper. Donc 0,9, ça, il n'y a pas d'unité, c'est normal, c'est de l'absorbance. 1, 10 moins 3, c'est une concentration en mol par litre. On est bon, on a donc trouvé qu'on a 900. Alors, 900 litres, mol moins 1, centimètre moins 1. OK, c'est bon ça? Si ça va, bah, on continue. L'absorbance de A, cette fois-ci, à 280, elle est égale à 0,1. Donc, l'epsilon de A à 280, donc déjà, on remarque que l'absorbance est moins bonne à 280 que 270, c'est normal, parce qu'on avait dit que le lambda, enfin, la longueur d'onde maximale pour A, elle était à 270, c'est pas à 280. Donc, c'est égal à 0,1 divisé par 1, 10 moins 3. Ça veut dire que le epsilon de A, il est à 100 litres, mol moins 1, centimètre moins 1. OK? L'absorbance de B,
à 270 nanomètres, eh ben, elle est égale à l'absorbance de B à 0,32. Ce qui fait que ce qui nous intéresse, c'est l'epsilon de B à 270 qui va être égal, eh bien, tout simplement à 0,32 divisé par la concentration de B. Et la concentration de B, c'est 2,10 moins 4. Et donc, vous allez trouver un epsilon. Je vais vite, hein, je suis pas un génie, hein. C'est juste que j'ai les calculs sur le côté, donc c'est facile. C'est 1600 litres mol moins 1 centimètre moins 1. Et enfin, l'absorbance de B à 280 nanomètres, eh bien, elle est de 0,64. On aurait pu aller plus vite, hein. 0,64, c'est le double de 0,32, donc c'est forcément le double au niveau de l'epsilon. Bon, on pose quand même le calcul. Donc, l'epsilon de B à 280, qui va être plus grand parce que le max pour B, il est à 280 et pas à 270. Donc, c'est 0,64 divisé par 2, 10 moins 4. Et donc, vous trouvez 3200 litres mol moins 1 centimètre moins 1. OK. Bon, là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais surligner quand même quelques valeurs. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la valeur de epsilon A à 270 qui est à 900. D'accord? On a trouvé l'epsilon de A à 280 qui est à 100. L'epsilon de B à 270 qui est à 1600. Et l'epsilon de B à 280 qui est à 3200. OK? Maintenant, le mélange. Le mélange, en fait, dans le mélange, vous avez une concentration de A et une concentration de B. D'accord? Et c'est ça, nous, qui nous intéresse, c'est la concentration de A et la concentration de B. Et donc, l'absorbance à 270 dans le mélange, elle est égale à l'epsilon de A à 270 fois la concentration de A, plus l'epsilon de B à 270 fois la concentration de B. OK? Alors, pourquoi ça? Parce que la loi de Berlambert, elle est additive. C'est-à-dire que le comportement des absorptions, eh bien, c'est l'absorption de A plus l'absorption de B. Donc, là, c'est ce qui a été fait à 270. Vous allez avoir la même chose à 280. À 280, c'est la même chose du mélange, sauf que cette fois-ci, c'est l'epsilon de A à 280 fois Ca, parce que c'est la même concentration, il ne faut pas exagérer, plus l'epsilon de B à 280 fois Cb. Alors, je reprends ce système-là. Donc, l'absorbance à 270, pardon, c'est 0,4. C'est 0,4 et donc c'est égal à l'epsilon de 270 de A, c'est 900 fois Ca, plus, eh bien, l'epsilon à 270 de B, on l'a mis ici, c'est 1600 fois la concentration de B. Et enfin, à 280, l'absorbance est à 0,75. Ça, c'est l'absorbance du mélange. L'absorbance du mélange, elle est à 0,75. Et donc, elle correspond à 280, donc à l'epsilon A de 280, c'est-à-dire 100, fois Ca, qui est la même concentration, plus 3200, cette fois-ci, 3200, fois Cb. Donc, on a un système, on a deux inconnus, Ca, Cb, on a deux équations avec deux inconnus. D'accord? Alors,
comment on fait? Bah, il y a plein de méthodes. Mais si j'appelle cette équation, je l'appelle A. Je crois Ouais, on multiplie la ligne d'en haut par 2 pour ouais, avoir 3200 en haut et en bas et 1800 moins 100 et après on soustrait les deux lignes ouais, pour voir tout à qu'est-ce qui fait. peut s'annuler, etc. OK. Donc moi, je vous propose, je vais suivre. Donc en fait, on multiplie 2A, 2 fois A moins la ligne B. Ça fait 2 fois 0,4, je peux écrire directement, hein, je pense que c'est 0,8. 0,8 moins B moins 0,75, ce qui est égal à 900 fois 2, 1800 CA plus 3200 CB, ça c'est ma ligne A qui a été doublée, moins 100 CA moins 3200 CB. Donc, on peut supprimer ces deux lignes-là. Alors, ça fait que ça, c'est 0,05, c'est égal à 1700 CA, soit une concentration en A qui est égale à 2,94 10 moins 5 mol par litre. OK? Maintenant qu'on a une concentration, bon, on va l'injecter, CA, on l'injecte dans B, d'accord? Donc, ça fait, on peut le faire là-dedans. Dans A, ouais, on va le faire dans A. Donc, ça fait, hop, 0,4 moins 900 CA divisé par 1600. Et je vous embête pas avec le calcul, on trouve 2,33 10 moins 4 mol par litre. Je suis sur une tablette graphique. Déjà qu'au tableau, j'écris pas très bien, mais là, avec une tablette graphique, c'est pas évident. Donc, les résultats, ils sont ici, là-dessus. Est-ce que ça va? Ça me permettait de faire une petite pause. Est-ce que ça va vous ou pas? C'est bon? Oui, Eh ben, c'est Oui. bon. Donc maintenant, on va passer à dernière chose. J'efface ça. La dernière chose, en fait, c'est l'exercice qui suit, qui est derrière. C'est l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, en fait, il est intéressant. Il y a dosage, gamme d'étalonnage. On dispose d'une solution mère de BSA. BSA, c'est bovine sérum albumine. D'accord? Bon, c'est du sang de vache, quoi. Bref, à 1 mg par millilitre, le volume total BSA plus tampon doit être de 100 microlitres dans les tubes. Calculer les volumes à prélever de la solution mère, etc., etc. Bon, j'ai pas de doute que vous avez lu le TD avant, hein, j'ai pas de doute de ça. Et de toute façon, on va le relire ensemble. Mais en fait, ça, c'est un TP. OK? C'est un travaux pratique, hein. C'est voilà, c'est comme ça, c'est un travaux pratique. Et clairement, c'était un travaux pratique qui a été fait il y a quelques temps. On faisait ça en bio ou en chimie, je sais pas, peu importe, mais on faisait un travaux pratique comme ça. Et en fait, c'est directement repris du poly du TP, avec notamment une question de quel matériel est consommable on a besoin pour faire l'expérience. Bon, c'est clair que c'est ça. Peu importe, le fait est que l'UV, c'est une méthode qui est tellement logique, enfin que vous retrouverez sûrement, enfin forcément dans un labo. D'ailleurs, je pense que tout le monde a dû toucher à un UV avec des cuves où on vous vous dites pas mettre les doigts du bon côté, etc. Donc c'est pareil, et vous allez vous retrouver dans ces situations là. Donc on retrouve très très souvent l'UV un peu partout. Et donc, l'idée, c'était de reprendre directement un texte de TP dans ce cadre-là, au niveau de l'exercice. OK? Alors,
La vraie question qu'il y avait à faire là-dessus, hein, c'est que donc le volume total, donc vous avez en exercice, donc on est sur l'exercice 3, sur la partie 1, le volume total, en fait, il doit faire 100 microlitres. OK? Alors, vous avez la solution de BSA, en fait, elle est à 1 mg, 1 mg pour 1 millilitre. D'accord? 1 mg par millilitre, en fait, dans 1 millilitre, vous avez 1 mg. D'accord? Donc, si on réfléchit un petit peu, 1 mg, c'est 1000 microgrammes. Tout ça dans 1 millilitre. 1 millilitre, c'est 1000 microlitres. Donc, quand vous allez prendre cette solution, si vous en prenez 1 millilitre, vous allez prendre 1000 microgrammes. D'accord? Maintenant, si on réfléchit, comme on a vu que le volume, il doit faire 100 microlitres, si vous prenez 100 microlitres, d'accord, donc un dixième de ça, si on prend 100 microlitres, vous allez avoir 100 microgrammes. Est-ce que ça va ou pas pour vous? Ça, c'est la solution mère de BSA, hein. Si vous en prenez 100 microgrammes, si vous en prenez 100 microlitres, vous allez avoir 100 microgrammes, puisque si vous en prenez 1 millilitre, vous allez avoir 1 milligramme. Donc en fait, cette solution, elle est très concentrée, parce que derrière, il faut faire des dosages avec des quantités qui sont données, qui sont de 0. Donc faire 0, c'est jamais très dur, hein, on n'en met pas, mais faire 2 microgrammes, il faudra donc 2 microgrammes. Donc sur cette solution-là, ça revient à prendre 2 microlitres. OK? 2 microlitres, c'est possible hein, au Pipette Man, hein. On est d'accord, c'est possible 2 microlitres. D'ailleurs, vous avez peut-être dû déjà manipuler ça. Mais si vous prenez 2 microlitres, comme il faut mettre ensuite 100 microlitres en total, il faudra rajouter 98 microlitres de solution tampon. Est-ce que vous pigez ou pas? Pour faire la solution à 2 microgrammes, hein, il faudrait, à partir de la solution de BSA, prendre 2 microlitres et ajouter 98 microlitres de tampon, de solution tampon. D'accord? Et ça, c'est pas très précis. Alors, je sais que les Pipette Man, maintenant, vous pouvez prendre des microlitres, etc., etc. Le fait est que c'est pas très précis. Par contre, et c'est la solution, si on dilue par 10 la solution de départ, pour faire une solution fille. Pour faire une solution fille. Est-ce que vous pouvez me dire simplement, est-ce que vous savez ce que c'est que solution fille, solution mère? Oui. Ouais, Oui. ok. Ouais, vous faites des TP. En fait, quand on est biochimiste, les dilutions, on fait ça sur le bout des doigts, quoi. Vous en faites largement plus que moi, ça c'est certain, vu que je fais pas de manip. Donc vous en faites énormément plus. Mais donc, si vous diluez cette solution fille par 10, du coup, dans mon tableau, dans mon petit tableau, en fait, qu'on va faire, donc, vous auriez à prendre de la BSA fille, donc divisé par 10, pour faire, pardon, non, je vous ai dit des bêtises, pour faire 0, 2, 4, 6, 8 et 10, il faut prendre des volumes filles qui vont être de 0 pour faire la BSA, 20 pour faire le 2, 40 pour faire le 4, 60 pour faire
le 6, 80 pour le 8 et 100 de l'autre côté. Et en tampon, en solution tampon, comme il faut compléter à 100, en solution tampon pour compléter à 100, eh ben, on prendra 100% de tampon, donc 100 microlitres de tampon, 80 microlitres de tampon pour faire la solution à 2, 60, 40, 20 et 0. Donc tout ça, c'est des microlitres de solution. Et ça, bon, je pense quand même que vous m'avez l'air d'être assez alerte. En pipette man, c'est quand même beaucoup plus simple de faire du 80, 20, 40, 60, d'accord, que de faire du 98, etc., etc. D'accord? Surtout que si on réfléchit au niveau des précisions, pour faire le 2, il faudra prendre 2 microlitres, 4 microlitres, 6 microlitres. Et les différences entre 4 et 6 microlitres, vous avez quand même une sacrée imprécision. Donc, je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais c'était ça qu'il fallait faire. OK? Monsieur, Ouais. j'ai pas compris la ligne de volume phi. Comment on a trouvé les résultats? Ah, en fait, si vous preniez directement on peut le faire ici, hein. Si on prenait directement la solution de BSA, sans faire de dilution, il fallait prendre des quantités, donc avec BSA mère, il fallait prendre donc 0, 2 microlitres, 2, 4, 6, 8 et 10, et prendre en tampon, eh bien, 100 microlitres, 98, 96 microlitres, 94 microlitres, 92 microlitres et 90 microlitres. Et ça, c'est avec la solution mère. Et ça, c'est vraiment pas précis. D'accord? Pourquoi c'est pas précis? Parce que ces volumes, ces différences de volume entre 2, 4, 6, 8 et 98, 96, 94, etc., c'est vraiment pas précis. C'est bon ou pas? Ah, parce qu'en fait, je viens de lire, c'est écrit si on dilue par 10 la solution de départ, et là, j'ai mieux compris. C'est parce qu'on a on a multiplié par 10 pour chaque Ouais, truc. voilà, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, pardon. Oui, c'est parce qu'on va diluer par 10. Donc, du coup, quand vous diluez par 10, vous avez tout de suite des quantités qui sont, enfin, c'est tout de suite plus facile à faire, quoi. D'accord? Oui, ok. C'est bon? Oui, c'est Alors, bon, merci. ok, j'efface cette partie-là, ça c'était l'exercice 1. Maintenant, on a le deuxième. Le deuxième. Alors, le 2, à quoi est... Alors, on complète. L'échantillon à doser. Alors, dans une autre série de tubes, on prélève des volumes différents de solutions de protéines à doser, éventuellement diluées, bon, ouais, complétées par une solution tampon. De la même manière, le volume total BSA plus tampon doit être de 100 microlitres. D'accord? Donc, en gros, ils ont repris ce qu'on avait fait. On complète à 1 millilitre les deux séries de tubes par du colorant. On mélange et on laisse réagir 5 à 15 minutes dans l'obscurité. Et donc, les résultats des mesures d'absorbance à 595 nanomètres sont donnés dans le tableau ci-dessous. Alors, première remarque, à 595 nanomètres, on n'est plus dans l'UV, on est dans le visible. D'accord? Ce qui est normal avec des colorants en même temps. D'accord? Mais ça se fait sur le même spectromètre. Donc, on est resté là-dessus. OK? Alors, vous avez le tableau avec quantité de BSA en microgrammes, donc le 0 à 10, comme on avait vu, et des absorbances à 595. OK? Et la question, c'est à quoi est due cette absorbance à 595? Alors, cette absorbance à 595, elle est assez connue. Elle est due au réactif de Bradford. Vous connaissez ou pas? Non, Ah mince. Bon alors, vous connaissez pas? pas moi, peut-être que les autres Non, connaissent. non, mais vous inquiétez pas. Moi, je le vois qu'une fois en TD. Je le fais. Voilà, ça fait un petit moment que je le fais, mais ouais, je l'ai jamais fait hein, comme manip. C'est que quand on a fait le TD, je pense qu'on pensait que vous le faisiez souvent. Bon, bref, peu importe.
le réactif de Bradford, du nom du mec qui s'appelle Bradford. Il s'appelle aussi le bleu de Comassie. Alors, je l'écris avec une majuscule parce que je pense que c'est un coin du monde que ça doit s'appeler comme ça. D'accord? Alors, c'est quoi? Ce réactif, il est rouge et avec des protéines, il devient bleu. Et avec des protéines, il devient bleu. OK? Et donc, il permet de doser des protéines dans des mélanges complexes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les protéines qui vont réagir. Il n'y a que les protéines qui vont réagir. Donc, si vous avez un mélange infâme avec de l'ADN ou des choses comme ça, bah, au moins, vous allez vous mettre à 595 et vous allez doser que la protéine. Donc, ça, c'est le truc qui est intéressant. D'accord? Alors, pourquoi il devient bleu? D'ailleurs, je n'ai pas fini d'écrire. Pourquoi il devient bleu, en fait? Bon, c'est parce que quand il est tout seul, il est cationique et quand il se met avec les protéines, il devient anionique, donc il change de formule et donc il change de couleur. OK? Alors, en fait, il se complexe, le réactif de Bradford, en fait, il se complexe avec les acides aminés, avec les acides aminés, avec les acides aminés hydrophobes et basiques. Alors, les acides aminés basiques, c'est quoi? Bon, c'est l'arginine, c'est la lysine et c'est l'histidine. D'accord? Et hydrophobe, bah, leucine, valine, isoleucine, etc., etc. D'accord? Il y en a d'autres, je ne sais plus. Encore que là, je suis pas mal quand même. J'ai peut-être oublié. Phénylalanine aussi, c'est hydrophobe. D'accord? OK? Bon, comme de toute façon, sur une protéine, à la surface, vous avez forcément à un moment ou à un autre une arginine, une lysine, une histidine, ou il arrive à trouver une valine ou une isoleucine. De toute façon, il va se complexer quoi qu'il arrive. OK? Et donc, ça permet de repérer, en fait, ça permet de repérer si vous avez de la protéine dans votre solution. Et en l'occurrence, pour la BSA, l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, la BSA, la protéine va réagir. Du coup, en vous mettant à 595, vous n'allez doser que la protéine. Et si vous avez d'autres choses dans le milieu, des lipides ou des choses comme ça, ce qui ne serait pas forcément complètement stupide avec une solution de sang de vache, eh ben, au moins, vous ne verrez pas l'absorption de ces trucs-là. OK? Alors, évidemment, normalement, ça aurait dû vous faire tilt en disant ah bah, bien sûr, hein, c'est le réactif de Bradford. Comme vous ne l'avez pas vu, bah, quand vous le verrez un jour, vous penserez à moi. Mais ça, c'est quand même de la vieille biochimie aussi, le réactif de Bradford. C'est pas le truc tout jeune, quoi. Bref, je peux continuer. Question 3. Question 3. De quel matériel on a besoin? Alors, de quel matériel on a besoin pour faire ce genre de manip? Bah, on a déjà besoin d'un spectro. On a besoin d'un spectro UV visible. Alors, je dis visible parce que, par définition, les colorants, ils sont dans le visible puisque vous les voyez. D'accord? Donc, il vous faudra un spectro UV visible. Il faudra des cuves. Des cuves. Vous avez dû utiliser des cuves en plastique. Il y a deux types de cuves, en fait. Il y a les cuves en quartz qui sont assez chères parce qu'elles sont polies, elles sont bien définies. Et puis, il y a souvent des cuves en plastique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qu'on jette généralement après. Généralement, parce que des fois, quand la fac n'a pas beaucoup de pognon, peut-être qu'elle ne les jette pas complètement. Donc, ici, de quoi on a besoin? Bah, vu la précision de la méthode, les cuves en plastique, ça suffira amplement. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, il vous faut de la BSA. OK. Il vous faut du réactif de Bradford.
Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut des Eppendorf. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que des Eppendorf, vous voyez ce que c'est quand même. Ça me fait un peu peur. Vous voyez ce que c'est que des Eppendorf, non? Oui. Ouais, ouais, ouais. Les petits cônes comme ça. Il vous faut des cônes, justement, là. Enfin, c'est pas des petits cônes, d'ailleurs. Il vous faut des cônes, là. Vous savez, les trucs. Ils sont assez amusants, d'ailleurs, parce que moi, j'ai fait un tout petit peu de biochimie après ma thèse, puis après un travail. Enfin, bref, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur à Lille. Et donc, j'ai fait de la bioche. Et c'est amusant parce que vous voyez les boîtes de cônes, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui les prennent de gauche à droite de façon très régulière. Il y a ceux qui les prennent complètement au pif, quoi. Et c'est assez amusant de voir le comportement. Moi, je pense qu'il y a de la psychologie à faire là-dessus. Bref. Donc, il y a des cônes. Et puis, ce qui va dans le cône, il vous faut au moins un ou deux pipettes man. De quoi vous avez besoin? Je regarde si j'ai oublié un truc. C'est tout. Pour moi, c'est tout. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un TP, hein, parce que c'est voilà quoi, c'était en gros dans le TP, on vous demandait de lister ça et puis après on vous les donnait. Vous voyez, c'était un peu comment visualiser une manip avant de la faire quoi. Question 4, c'est dosage de Bradford. Ok, on va pas aller plus loin. Question 5. Pourquoi faut-il attendre avant de mesurer l'absorbance? Tiens, c'est une bonne question, d'après vous. On met les échantillons à l'obscurité, c'est pour pas qu'ils s'abîment, pour pas que le réactif aussi s'abîme. Et pourquoi on attend? On attend la réaction, on attend la réaction avec la protéine, quoi. On attend que le réactif réagisse avec la protéine, avec la BSA. Euh, Alors, ensuite, sixième question. Tracer la droite, l'absorbance l'absorbance à 595 en fonction de la quantité de BSA. Pourquoi l'absorbance du tube 0 de la gamme d'étalons n'est-elle pas nulle? Ok. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je, je vais arrêter le partage de ça, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais passer directement sur Excel, faire la courbe, que j'ai pas envie de le faire tout seul comme ça. Donc j'arrête ce partage-là. C'est bon pour tout le monde ou pas? Ouais, Oui. Oui. ok. Pourquoi ça marche pas? Fermer le tableau, voilà. Je vais partager mon écran. Ok, ça c'est mon chat GPT tout à l'heure que je suis en train de chercher. Alors, Excel. Alors, on a les concentrations, on veut mettre l'absorbance. Donc, concentration, enfin, c'est pas la concentration, c'est la masse de BSA, mais bon, bref, M de BSA. Et puis, si on a l'absorbance, alors on a 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Et donc, l'absorbance, vous voyez mon tableau Excel, au fait? Je vais peut-être mettre grossir un petit peu. Et l'absorbance, 0,13. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez ce que je fais ou pas? Oui. Ok. 0,4, 0,38, 0,85, 0,95 et 1,21. Dites-moi, c'est vous qui n'avez pas le droit à la calculatrice graphique ou pas? C'est quand vous êtes en examen, vous avez le droit ou pas à la calculatrice graphique? C'est une question qui appelait une réponse, mais bon. Je crois pas. Ah,
Et parce que au lycée, vous avez dû avoir acheté une calculatrice graphique. Là, j'ai mon garçon qui est en seconde. Ils lui font acheter une calculatrice Texas Instruments, Python, là, etc. Vous avez parce que en fait, c'est vachement mieux pour tracer des droites, quoi, que de le faire manuellement. Non? Enfin bref. Bref. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, on se fait pas mal, hein. On fait les choses directement. Excel est même pas un bon logiciel pour ça, mais c'est peu importe. Et puis, bah, vous obtenez donc l'absorbance en fonction de la masse comme ça, quoi, directement. D'accord? Pour faire un graphe. Et évidemment, donc, si vous avez une calculatrice, bah, ça se fera aussi facilement. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ça? Bah, on voit qu'on a, bah, grosso modo, hein, on voit qu'on a quelque chose qui est quand même assez linéaire en fonction de la masse et de l'absorbance. D'accord? Et donc, on va ajouter ici une courbe de tendance, donc une régression linéaire. Donc, et ici, on est sur une régression linéaire. Et on va faire afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination là-dessus. D'accord? Donc, on affiche le coefficient de détermination. Donc, le R, ça s'appelle le R carré. C'est le coefficient de Pearson aussi pour le monsieur. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez un R carré qui est au-dessus de 0,7, on estime qu'on a une droite. Et quand vous avez 0,7, ce n'est pas une jolie droite quand même. En dessous de 0,7 pour le R carré, vous n'avez pas de droite. Pour la 0, plus vous êtes proche de 1, mieux c'est. Et là, vous tombez sur 0, les 0,98, on est sur quelque chose qui est vraiment une droite. D'accord? C'est bon ça? Alors, si on regarde un petit peu, on voit que sur la question 6, pourquoi l'absorbance du tube 0 de la gamme d'étalons n'est pas nulle? Alors, pourquoi elle n'est pas nulle? Cette absorbance, elle est à 0,13, c'est pas si négligeable que ça. Donc, elle n'est pas nulle parce que le colorant lui-même, même s'il est pas quand il n'est pas complexé, il absorbe quand même à 595. D'accord? Donc, vous notez ça. Je suis désolé, mais là, pour le coup, je ne peux pas vous le noter à côté. Donc, c'est le colorant. C'est le colorant qui lui-même absorbe à 595, pas beaucoup, hein. Il absorbe à 595 et donc il a une absorbance qui lui est donnée juste par le colorant. Du coup, logiquement, il faut la retirer, cette absorbance qui est à 0, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait l'absorbance à 0. Il faut la retirer du calcul. OK? Donc, je reviens là-dessus. Je vais enlever le graphe qui est ici. Ouf. Et donc, pourquoi ça me fait ça? C'est toujours dans le bon truc, hein. On revient là. Et donc, on va retirer l'absorbance, on va retirer celle qui est à 0. Donc, je vais l'appeler à corriger. Enfin, pas, il faut corriger, mais l'absorbance corrigée. Donc, elle est égale, en fait, à l'absorbance qu'on a ici, moins 0,13, qui est l'absorbance à 0. D'accord? Donc, on obtient évidemment 0 pour 0, et on obtient ça. OK? Et donc, là maintenant, on va refaire une autre courbe. Vous allez voir, ça va revenir au même. On va refaire une autre courbe, et qui va être ici. Insertion. Hop, graphique, qui va être là. Et là, on a une autre courbe, et cette fois-ci, le 0 est vraiment le 0. D'accord? Ça va, ça? Donc là, on a vraiment l'absorbance juste de la protéine, parce qu'on a retranché, en fait, le point qui est à 0. Donc, Monsieur, ouais, excusez-moi, mais juste comment vous avez fait la colonne à corriger? vous êtes habitué Vous avec avez, Excel? vous avez soustrait 0,13 par 0,13, ça fait 0. Mais Ouais. après, comment vous avez trouvé bah, la suite? Vous avez Alors, soustrait quoi par quoi? je me permets, vous connaissez Excel ou pas? Oui, oui. Donc, en fait, j'ai fait une formule. X est la colonne B2 moins 0,13. Et ensuite, j'ai un truc magique qui est ça. Et je tire comme ça. Et donc, il l'applique toutes les colonnes. Si bien qu'ici, c'est B7 moins 0,13. Ici, c'est B6 moins 0, pardon, B6 moins 0,13. B5 moins 0,13, etc. Ça m'évite d'écrire à chaque fois la formule. Ah, ok. Ça veut OK? dire en fait, sur chaque ligne, on a soustrait par 0,13 Voilà. pour enlever le 0.
du pour, début. pour enlever la valeur qu'on a à 0. Ok, OK? merci. Je vous en prie. Donc ensuite, bah, toujours pareil, donc on a une droite, c'est la même droite en fait. Ce qu'on a fait, c'est juste une translation des points en Y. On les a juste baissés tous de 0,13. Et donc on va refaire la courbe de tendance, ajouter une courbe de tendance, toujours linéaire, on affiche l'équation sur graphique, on affiche le coefficient de détermination, comme ceci. Donc le coefficient, je la mets là, hein, le truc. Le coefficient de détermination R carré, c'est le même. Et c'est logique que ça soit le même, parce que techniquement parlant, c'est la même droite, mais qui a été baissée de 0,13. Mon fond d'écran est peut-être gênant, mais je voulais pas vous montrer le bazar qu'il y a chez moi. Donc, qui a été baissé de 0,13. Donc, il n'y a rien. Donc, c'est normal, c'est la même précision. On n'a pas rendu les trucs plus précis. Ce qui va changer, en fait, vous voyez, même le coefficient directeur de la droite n'a pas changé. Ce qui a changé, en fait, c'est ce petit résiduel qui est ici, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine que vous avez ici. D'accord? Donc, on va garder en tête cette équation, parce que cette équation, elle nous intéresse. Ça représente quoi? L'absorbance en fonction de la masse, plus un petit chouïa, 0,01. OK? Ça va, ça? Si ça va, eh ben, je vais reprendre, repartager, fermer ce partage-là, et puis remettre un tableau blanc pour finir. Alors, tac, 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 document, tableau blanc, on reprend, on partage le tableau blanc. Nouveau tableau blanc. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Nous, on était censé tracer la courbe avec la première absorbance à 0 ou non? Alors, non, en fait, dans la question, dans la question, normalement, il fallait la tracer sans le 0, c'est-à-dire directement avec le moins 0,13. Mais D'accord, merci. je répète, juste parce que je pense que c'est important de dire ça, il s'agit d'un TP. J'ai fait dans ma carrière quand même suffisamment de TP, j'ai un petit peu d'âge. Ça arrive, ça vous arrivera aussi. Et donc, en fait, quand on fait des TP dans ce genre de choses, souvent, avant de laisser les étudiants faire ça avec du papier millimétré, je vous parle d'un temps à l'ancienne, quoi. Ce qu'on faisait, on, on les faisait patienter, on allait les voir et dire, mais l'absorbance à 0,13, faut peut-être l'enlever, tu crois pas? Et puis, donc, les gens, ils traçaient pas 14 courbes non plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on arrivait à ça. Maintenant, quand on fait des TP, euh, je vois en chimie, on fait encore des TP d'UV. Les étudiants, on leur fait plus tracer des papiers sur papier millimétré. Je pense que vous faites plus ça non plus en bioche quand vous faites des TP. Vous Si, faites plus. Si. si, si. Ah, ils ont un côté vintage quand même, les profs de bioche. Euh, Surtout que vous en avez fait au collège, au lycée aussi, on vous fait encore tracer. Mais au bout d'un moment, ouais, faut arrêter, faut arrêter, quoi. Bref. Et pour tout savoir en physique, ils sont vicieux, ils font tout, enfin vicieux. Je trouve que c'est pas mal. Ils font tout sur Python, Jupyter, Python, Jupyter Lab, etc. Et je pense que vous avez des cours de Python normalement, non? Vous avez ça ou pas, des cours de Python? Je crois qu'en Non, bio, non. on utilise R, pas Python. Vous utilisez R. Bon, c'est vrai. Mm. Donc il y a moyen de faire plus compliqué, pourquoi pas. Pardon. Mais bon, R, c'est très, très bien. Je ne sais pas du tout l'utiliser, mais c'est très, très bien. Une chose est sûre, c'est très puissant. Donc, ouais, quand on sait utiliser, quand on sait faire des courbes avec R, on fait plus de courbes avec du papier millimétré. Et je vous assure qu'en recherche, on ne fait plus de courbes avec du papier millimétré quand même. Enfin, vous imaginez pourquoi? Ne serait-ce que parce que c'est pénible à faire, et puis c'est même pas super précis. Faire tracer une courbe dans un nuage de points, c'est quand même super discutable, etc. Il existe des méthodes, la méthode de régression linéaire, c'est une méthode, c'est le fondement de l'intelligence artificielle, ce truc-là. Donc, clairement, maintenant, faut arrêter de faire du papier millimétré. Mais bon, je dis ça, il n'est pas impossible que même en chimie, on n'ait pas encore un prof très, très, très ancien dans sa tête qui continue à nous faire du papier millimétré. Bref.
Donc, ce qui est important ici, à ce niveau-là, ce qui est important, c'est, on est à la question 6 et on va taper la question 7. On a trouvé une équation y est égale à 0, 106, x plus 0, 0, 1. D'accord? Donc, y, c'est quoi? C'est l'absorbance à 595 qui est égale à 0, 106 de la masse de BSA plus 0, 0, 1. D'accord? La question 7 est la suivante. La question 7. Calculer la concentration massique en protéines de la solution à doser. Alors, la solution à doser, c'était les 3 lignes qui suivaient en dessous. D'accord? Les 3 lignes qui suivaient en dessous, il y avait écrit donc ce volume de solution prélevée à doser. On avait prélevé 10, de l'autre côté, on avait prélevé 60. La dilution, dans un cas, elle est de la solution préalable de la solution à doser, elle n'était pas diluée. Dans l'autre cas, elle était diluée 3 fois. Et enfin, à 595, vous avez les différentes valeurs. D'accord? Et à chaque fois, il faut récupérer les masses. Donc, premier point, le point sur l'absorbance qui est à 0,51. L'absorbance qui est à 0,51, on applique cette formule-là. Donc, vous avez 0,51 qui est égal à 0,106 fois la masse plus 0,01, ce qui fait que la masse, c'est égal à 0,51 moins 0,01 divisé par 0,106. Excusez-moi, j'ai un chat à la fenêtre. Et pour ceux qui ont des chats, on ne laisse pas un chat dehors à une fenêtre de façon aigrate. Donc, on obéit au chat. Bref, quand on applique cette formule-là, on trouve une masse à 4,72. Alors l'unité, l'unité, c'est l'unité qu'il y a sur l'axe, l'axe des abscisses. C'est une unité en microgrammes. D'accord? Donc on a 4,72 microgrammes. D'accord? Il nous faut la concentration. On vous parle de concentration massique. D'accord? Donc la concentration massique, c'est tout simplement la masse. Alors, pardon, j'ai mal écrit. La concentration massique, c'est petit c normalement. C'est la masse divisée par le volume. La masse, c'est 4,72. On va rester en microgrammes. Et le volume, c'est en microlitres. Donc, on va passer en millilitres. Je vais vous donner tout en microgrammes par millilitre. D'accord? Et donc, on trouve 472 microgrammes par millilitre. D'accord? OK? Donc ça, c'est le résultat de concentration à 595. À 0,51. Alors maintenant, l'absorbance à 0,84. L'absorbance à 0,84, on va appliquer exactement la même formule. D'accord? Donc ça va nous faire, donc on va appliquer cette formule-là. La masse qui est égale donc 0,84 moins 0,01 qui vient de ce truc-là, divisé par l'absorbance, divisé par le coefficient directeur, ici 0,106. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le tube? On a 7,83 microgrammes. D'accord? OK? Et là, maintenant, la concentration, donc c'est bien la masse, donc 7,83, j'ai dit qu'on restait en microgrammes.
Par contre, le volume, c'est 60, 10, moins 3. Cette fois-ci, c'est pas 10, 10, moins 3, mais 60. Le volume de solution à doser, c'était 60. Et surtout, vu que ça a été dilué 3 fois, on va multiplier par 3. Car dilué 3 fois. OK. Et à la fin, vous tombez sur 390 microgrammes par millilitre. On Ouais. n'avait pas divisé par 10. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la solution de départ. Ouais, il faudrait multiplier par 10. Ouais. Multiplier par 10. Du coup, en multipliant par 10, bonne remarque. Parce qu'au départ, c'est toujours le problème quand on fait 14 dilutions, à la fin, on s'en retrouve plus. Comme on multiplie par 10, eh bien, ici, on va trouver 4762. Allez, on va passer en milligrammes, 4,72 milligrammes par millilitre. Et ici, on va trouver 3,9 milligrammes par millilitre. Car, j'ai dit là-dessus, car j'ai multiplié par 10. D'accord? Bon, bref, le commentaire général du truc, c'est que à faire une gamme d'étalonnage, à faire plein de dilutions dans tous les sens, à manipuler un réactif de Bradford qui ne réagira pas forcément pareil en fonction de la température, etc., etc. Et en faisant différentes dilutions, vous trouvez quand même des valeurs qui sont, allez, certes, dans le même ordre de données, mais il y a quand même 0,8 d'écart entre 4,72 et enfin 4,70 et 3,9. D'accord? Donc, ce qui n'est pas négligeable. Tout ça pour vous dire que ces méthodes-là, elles sont de loin pas extraordinaires en termes de précision qu'on peut avoir. D'accord? Alors après, lequel est le meilleur entre 4,72 et 3,4 et 3,9? Alors là, je suis incapable de vous le dire. Par contre, ce qui était important de voir, c'est que l'absorbance qu'on trouvait 0,51 et 0,84, si vous regardez bien, elle se situe forcément dans la gamme d'étalonnage. Ça, c'est quelque chose, bon, c'était pas forcément posé comme question, mais faut quand même avoir ça en tête. 0,51 et 0,84 pour les absorbances, ça, ces absorbances, elles sont dans la gamme d'étalonnage. C'est-à-dire que vous êtes sûr que vous êtes dans le domaine qui est linéaire. OK? Dans le domaine linéaire. Car sur la courbe. OK? Et ça, par contre, pour le coup, c'est important. Parce que si vous aviez eu une absorbance qui était à 1,4, bah vous sortiez de la gamme. Et donc là, on n'était peut-être pas, on n'est pas sûr qu'on ait une bonne réponse dans ces cas-là. Et donc, dans ces cas-là, il aurait encore fallu diluer, qui vous aurait amené encore plus d'erreurs à la fin. D'accord? Est-ce que ça va? Oui. Eh bien, si c'est bon, on s'arrête là. OK? On s'arrête là et on se voit lundi, en fait. Hein. On se voit lundi pour l'infrarouge. OK? Bon? Oui, Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie d'être venu. Je suis désolé, le lundi, je ne pouvais pas. Donc, on fait l'infrarouge lundi. Et vous avez déjà, on a déjà fixé, je crois, le partiel hein, qui a été fixé au mois d'octobre. Hein. C'est bientôt, en fait, le partiel. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, mais ça va arriver assez vite. Je regarde vite fait sur le truc. Toc. Monsieur, Ouais. pour le partiel, c'est bien les 4 premiers chapitres jusqu'à infrarouge, non?
Je sais pas s'il y a le spectrum de masse dedans ou pas, je sais pas. Parce qu'au tout début, il avait dit, je crois, c'est les 4 premiers chapitres. Le tout premier cours, il a dit c'est les 4 premiers chapitres. Ouais. Mais de Bah, toute façon, on a un B. normalement, c'est ça. De souvenir, c'est ça, mais euh, de toute façon, vous allez recevoir un message de Guillaume Anquetin, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, 30 septembre, tac, c'est fait. On a encore un TD ensemble, et après, c'est fini, hein. Donc, euh, moi, je ne vais pas pouvoir vous faire plus que ça. Et j'ai pas de TD de retard. Donc, l'infrarouge, à mon avis, sera compris, parce que après, vous êtes en vacances, en fait. C'est ça? Non, vous n'êtes pas en vacances. Non. Non, 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 vous n'êtes pas en vacances. Vous êtes malheureux. J'arrête l'enregistrement, hein.